Drame horrible dans les Vosges. Un petit garçon, vous le savez, a été retrouvé noyé dans une rivière. Vous voyez qu'il était ficelé, qu'il était attaché de la tête aux pieds. On a l'impression d'un enfant un peu sacrifié. La présence du corbeau est sans nul doute ce qui déclenche cette arrivée massive de journalistes. Beaucoup de gens auraient dû tenir leur langue. Je suis innocent et j'espère que le vrai coupable sera trouvé un jour. J'ai même pas entendu le coup de feu. J'ai juste vu Bernard mettre les mains à la poitrine et tomber en arrière. Nous allons vous parler aujourd'hui de la tragédie qui a bouleversé la France entière et qui reste encore aujourd'hui une véritable énigme. Le 16 octobre 84, vers 21h30, on repêchait ici même, dans cette rivière vosgienne, devenue depuis célèbre, la Vologne, le corps sans vie d'un petit garçon de 4 ans, Grégory. L'enfant était vêtu d'un anorak bleu et d'un bonnet. Son corps a été bloqué par ce petit parapet de ciment que vous voyez là, à cause du courant. Il avait les pieds et les mains liés par une cordelette qui maintenait également le bonnet descendu sur son visage. Le crime avait été revendiqué par une lettre et un appel téléphonique anonyme faisant référence à des secrets de famille. En effet, la famille Villemin était harcelée depuis plusieurs années par un mystérieux corbeau. Confondre le corbeau, c'est donc trouver l'assassin. Nécessairement un proche au regard du contenu des messages. Et pourtant, aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas qui a tué Grégory finalement. 2 suspects ont pourtant été inculpés. Bernard Laroche, un cousin éloigné, puis la propre mère de Grégory, Christine Villemin, qui bénéficiera d'un non-lieu en 93. Quant à Bernard Laroche, il a été assassiné, lui, le 29 mars 85, par Jean-Marie Villemin, le père de Grégory, 54 jours après avoir été mis en liberté. Aujourd'hui, l'enquête est encore ouverte et l'auteur de ce crime abominable est toujours inconnu de la justice. Saura-t-on un jour la vérité? Retour sur cette affaire qu'on a l'impression de connaître par cœur et qui pourtant, quand on gratte un peu, réserve encore bien des surprises. Suivez-moi. Automne 84, région d'Épinal dans les Vosges. Nous sommes à l'Épange, petit bourg industrieux de 1000 habitants. Ce 16 octobre est a priori une journée comme les autres pour Christine Villemin et son mari Jean-Marie, un jeune couple installé sur les hauteurs du village. À 16h55, la jeune femme quitte la manufacture de confection vosgienne, l'usine où elle travaille. Christine Villemin sort de la MCV, la manufacture de confection vosgienne, vers 17h. Elle a travaillé comme tous les jours. Elle n'a qu'une hâte, c'est d'aller chercher son petit Grégory, un beau petit gamin de 4 ans chez la nourrice. Elle rentre chez elle dans sa maison. C'est une maison un petit peu isolée sur les hauteurs de l'Épange. Il fait beau et le petit garçon a envie de jouer avec ses petites autos devant la maison. Christine a du repassage à faire, donc elle va s'affairer dans la maison, et puis au bout de un petit quart d'heure, 20 minutes grosso modo, elle sort dans le jardin, elle constate que le petit n'est plus là, elle s'affole, elle va chercher autour de la maison, elle va s'enquérir auprès des voisins, elle prend sa voiture et part à la recherche de son enfant. Il est quelle heure quand Christine constate la disparition de Grégory? Il doit être à peu près 17h20, quelque chose comme ça, enfin, je pense. En partant de chez elle, Christine Villemin croise son voisin, Gilbert Meline, un agriculteur. Elle lui demande s'il a vu Grégory, mais non, alors elle lui demande de l'aider à le retrouver.
Christine prend sa voiture et descend chez la nourrice, Madame Jacot, 1 kilomètre en contrebas, mais Grégory n'y est pas. La mère continue ses recherches dans l'éponge. À 17h32, Michel Villemin, l'oncle de Grégory, reçoit l'appel d'un inconnu, la voix rauque, un corbeau annonçant qu'il a pris le fils du chef et qu'il l'a jeté dans la Vologne. L'inquiétude cède à l'affolement. Alerté, Jean-Marie, le père de Grégory, quitte précipitamment son usine et rentre chez lui. Il a alors une réaction plutôt inattendue. Jean-Marie prend un fusil, puis il va avec son véhicule, il va chez un monsieur dont je ne vais pas citer le nom, parce que Jean-Marie pense que ce monsieur pourrait être impliqué dans la disparition. Et ben enfin, Jean-Marie va, si je me souviens bien, voir des véhicules de gendarmerie, il va renoncer à ce projet funeste. Mais enfin, effectivement, Jean-Marie est un homme à cette époque-là de, je crois, 24 ans. Il a le sang vif. À 17h45, l'alerte est donnée. Toutes les forces de la gendarmerie et des pompiers sont déployées à l'éponge et aux alentours. Les recherches convergent vers la Vologne, en rapport avec l'appel téléphonique du Corbeau reçu 13 minutes plus tôt. Vers 21h30, c'est un pompier qui va découvrir le corps de l'enfant, 4 km en aval de l'éponge, au centre de Dossel. Étienne Sesma, alors capitaine de gendarmerie à Bruyères, est un des premiers sur les lieux. Je garde un souvenir très précis et très fort de ce moment. Je revois encore l'image de ces gens qui m'attendaient avec l'image du corps de Grégory au milieu de cette rivière dans la pénombre du moment de cette nuit. Et je revois cet homme retirer le corps de l'enfant et nous après le transportant dans une couverture jusqu'à un local des pompiers. Philippe Géchaud, alors jeune journaliste à la Liberté de l'Est, couvre ce fait divers. C'est le photographe qui l'accompagne qui a immortalisé l'instant. Je suis arrivé quoi? Peut-être une demi-heure après. C'était grave. Hein. Les gens étaient tous terrifiés. Hein. Jean-Marie se rend évidemment tout de suite sur place. Il va voir son enfant mort posé là sur une table dans cette maisonnette des pompiers. C'était vraiment une scène épouvantable, une scène poignante. L'assassinat, déjà évident depuis le coup de fil de 17h32, est confirmé par une mise en scène macabre. Grégory, il était habillé, son bonnet était complètement rabattu sur sa tête et on voyait qu'il était ficelé, qu'il était attaché de la tête aux pieds avec une cordelette lui enserrant les pieds, puis remontant vers sa poitrine, vers son ventre, vers ses mains qui étaient liées, croisées devant lui, faisant le tour de son cou ensuite, sans pour autant l'étrangler. C'était une image très forte, on a l'impression d'un enfant un peu sacrifié. Le lendemain matin, 17 octobre, Albert et Monique Villemin, les grands-parents de Grégory, reçoivent une lettre anonyme revendiquant l'assassinat. Elle a été postée la veille, à l'éponge. Cette lettre, elle est importante, parce que d'une part, elle nous dit pourquoi Grégory a été tué. Je vous rappelle la lettre, elle est courte. Hein. J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. Chagrin, la vengeance, l'argent et la notion de chef. Tout est dans ces mots. Celui qui est désigné comme le chef, c'est Jean-Marie Villemin, le père de Grégory. À 24 ans, cet homme a une bonne situation. Il est contremaître dans une usine. Il est aussi décrit comme fier, orgueilleux. Dans un milieu d'ouvriers, hein, celui de la famille Villemin et de leurs voisins, c'est un phénomène énorme. Le contremaître, à cette époque, dans les usines, c'est un monsieur, c'est un chef. On l'appelle le chef. La lettre et l'appel téléphonique revendiquant le crime s'ajoutent à la longue liste des méfaits d'un ou de plusieurs corbeaux qui harcèlent la famille Villemin, et tout particulièrement le chef, depuis 3 ans. 2 types d'appels sont recensés. Les premiers sont passés par un inconnu à la voix rauque qui fait état d'anecdotes de la vie quotidienne concernant les Villemin. Les seconds sont passés par une voix de femme et sont destinés aux ambulanciers, médecins ou pompes funèbres. Il avait tendance à pousser les uns et les autres à se suicider. Il envoyait des cercueils. Oui, exact. Il a envoyé un entrepreneur de pompes funèbres
en disant que le grand-père paternel de Grégory était décédé et qu'il fallait venir à la maison pour prendre les mesures du corps, pour le cercueil. Voilà, il y avait effectivement cette volonté de haine, de méchanceté. Une plainte est déposée en décembre 82 et suivant les recommandations des gendarmes, une partie de ces appels seront enregistrés. Mais à partir de mars 83, le ou les corbeaux passent aux lettres anonymes. Avec tout ce qu'elle disait, hein, ces lettres, tout ce que nous disait aussi la première enquête qui avait été faite sur le corbeau, on voyait qu'on était dans un périmètre de personnes potentiellement suspectes très, très limité. Le contenu de ces lettres laisse penser que le ou les corbeaux connaissaient bien la famille. Mais en fouillant dans les enregistrements, un appel téléphonique du corbeau à Jean-Marie Villemin, datant du printemps 83, soit 18 mois avant l'assassinat de Grégory, va particulièrement attirer l'attention. La journaliste Marie-France Bézina nous en lit la retranscription. Je te mettrai une balle entre les deux épaules et si je te loupe, je viendrai t'apporter des oranges à l'hôpital. Et puis non, je m'en prendrai plutôt à ton gamin, ça vous fera plus de mal, ne le laisse pas traîner, je le surveille avec des jumelles. Si je le trouve dehors, je l'embarque et tu le retrouveras en bas. Réponse de Jean-Marie Villemin, espèce de fumier, n'essaie pas de toucher au gamin. C'est quand même plus qu'étrange qu'on retrouve dans cet appel exactement ce qui s'est passé 18 mois après. Grégory, ça n'était pas une victime ordinaire. C'était un objet qui devait servir à faire mourir de chagrin le père. Donc le corbeau, qui a une certaine dose de psychologie, a parfaitement saisi où se trouve le point faible de Jean-Marie. Pour les enquêteurs, le corbeau est forcément dans l'environnement proche des Villemin, peut-être même dans leur famille. L'enquête va donc être complexe, car rien qu'en épluchant l'arbre généalogique, ça fait déjà pas mal de monde. La famille Villemin était une très très grande famille, il y avait beaucoup de personnes, étendues certes sur une zone géographique assez restreinte, mais quand même ça faisait beaucoup de monde. Albert le patriarche a reconnu 7 enfants. 6 seulement sont de lui. Et la peur qu'il y ait un autre bâtard empoisonne la vie familiale. Cette rumeur et certaines rivalités dans la fratrie nourrissent l'inspiration maléfique du corbeau. Dès le 17 octobre, le juge Jean-Michel Lambert, en poste à Épinal, est chargé du dossier. Au moment des faits, le deuxième poste de juge d'instruction reste vacant. Jean-Michel Lambert doit traiter seul les dossiers de 2 cabinets. À l'époque, quelle était exactement votre charge de travail ? Alors depuis le 1er septembre 1984, j'étais seul juge d'instruction à Épinal. Et cette année-là, je n'ai jamais eu autant de dossiers puisqu'il y a eu 229 ouvertures d'informations, alors qu'un cabinet normal tourne autour de 120-130 dossiers. Oui, l'affaire Grégory, c'était le dossier... Le numéro 180. 180. Voilà. Ce qui veut dire qu'entre le 17 octobre et le 31 décembre, j'ai eu 49 dossiers nouveaux. Cette surcharge de travail et la confiance qu'il accorde aux gendarmes font que le juge Lambert ne s'investit pas à fond dans le dossier. D'autant plus qu'il partage l'opinion dominante à ce moment de l'enquête. L'issue est proche, l'affaire paraît simple, on recherche un couple. Il était normal que je fasse confiance aux enquêteurs, sachant qu'avec les gendarmes, nous avions déjà traité pas mal de procédures. Et donc, je n'avais aucune raison de ne pas leur faire confiance. Il y avait d'une part les gendarmes locaux, ceux de la brigade de Bruyères, toute la brigade au complète. Nous avions ensuite les spécialistes de la police judiciaire à Épinal, c'est-à-dire la brigade des recherches. Et nous avions les grands spécialistes de Nancy, la section de recherche, avec des gendarmes d'un très haut niveau qui sont venus nous renforcer pendant toute la durée de l'enquête. Au total, une vingtaine d'enquêteurs qui ne ménagent pas leur peine. Pour eux, tout s'est joué dans cette vallée de la Vologne, sur une trentaine de kilomètres. Entre Dossel, où l'on repêche le corps de l'enfant vers 21h30, L'Épange, où vivent les parents de Grégory, où a été postée la lettre revendiquant le crime, et Bruyères, dont la gendarmerie est au cœur de l'enquête. Enfin, Aumonzey, le berceau familial où vivent les grands-parents, les oncles et des cousins de Grégory. C'est d'ailleurs là que se concentre une partie du travail des enquêteurs. On était prêts à passer à la dictée quasiment toutes les personnes du quartier d'Aumonzey qui tournaient autour des Villemin.
convaincus que l'expertise en écriture et les dictées nous diraient techniquement qui est l'auteur des lettres. Enquête de voisinage, dictée obligatoire pour tous les proches, destinée à être comparée avec la lettre de revendication du crime, recherche du lieu de la noyade avec utilisation d'un mannequin. Les gendarmes veulent absolument résoudre cette affaire au plus vite. Est-ce que vous avez demandé qu'une perquisition soit faite chez les parents de Grégory? Tout à fait. À l'occasion d'une première réunion à la gendarmerie de Bruyères, j'ai demandé qu'une perquisition soit faite chez tous les membres de la famille, et bien sûr, y compris les parents de Grégory. Mais elle a eu lieu, cette perquisition? Non, pour une raison, entre guillemets, très simple, c'est que les parents de Grégory ont dit au capitaine Sesma qu'ils ne voulaient pas. Et le capitaine n'a pas insisté? Non. Une perquisition, c'est un acte grave. Perquisition, c'est dire Madame, monsieur, on vient chez vous, vous êtes là, vous allez assister. On savait qu'il y avait une visite domiciliaire, on avait une déclaration des parents qui nous disait bon voilà, je suis rentré à la maison, j'ai fait telle chose, et du repassage, on a retrouvé du linge sur la table de repassage, on a fait ce qu'il fallait. On a fait ce qu'il fallait. Il n'y avait aucune raison, de monter une opération de ce type-là. Très vite, une première experte en écriture est contactée par les gendarmes sur les conseils du juge. Elle sera rejointe un peu plus tard par une seconde experte. L'urgence, c'est d'identifier l'auteur de la lettre du 16 octobre. Systématiquement, toutes les personnes qui étaient entendues faisaient en même temps l'objet d'une dictée très très fouillée, c'est-à-dire écriture sur des enveloppes, sur des papiers, main droite, main gauche. Tout le monde y est passé, et tous les soirs, on envoyait à Madame Jacquin-Keller les dictées qui avaient été faites durant la journée par les personnes qu'on avait entendues. Autre élément essentiel et attendu par les gendarmes et le juge, le rapport d'autopsie de Grégory. Celle-ci a eu lieu le lendemain du crime, le 17, mais le rapport ne sera envoyé que le 10 novembre, soit 3 semaines après les faits. Pour le médecin légiste, la mort de Grégory a une double origine. Noyade asphyxique et inhibitrice, soit une noyade dite classique et une hydrocution. Mais ce qui va rester dans tous les esprits, c'est la réponse de cet expert à une demande de précision du juge Lambert. L'enfant vivant a été jeté dans les eaux froides de la Vologne. Cette conclusion sans appel du médecin légiste va donc déterminer toutes les investigations. Tous les scénarios du crime imaginés par les enquêteurs passent donc forcément par ces berges de la Vologne. Dans leurs investigations, l'autre paramètre des gendarmes, c'est le timing. Un compte à rebours macabre qui laisse très peu de temps au meurtrier entre l'enlèvement de l'enfant, situé entre 17h et 17h20, le dépôt de la lettre de revendication au bureau de poste de l'Épange avant 17h20, et la revendication téléphonique auprès de l'oncle de Grégory à 17h32. Les circonstances et le timing de ce crime transforment donc cette enquête en véritable polar à suspense. La présence du corbeau est sans nul doute ce qui déclenche cette arrivée massive de journalistes. Un enfant de 4 ans, quand même, je veux dire, ça secoue les gens. Résultat, le 17 octobre, dès le lendemain du meurtre, des dizaines de journalistes investissent le village, jusqu'ici si tranquille de l'Épange, 1000 habitants. Les médias ont tous senti que c'était une bonne affaire. Il y a eu des effets de vente et des effets d'aubaine pour beaucoup de journaux, ça c'est clair. Mais encore une fois, c'est une affaire qui passionnait vraiment les gens. En quelques jours, les gendarmes de la brigade de Bruyères se retrouvent au centre de l'actualité nationale et improvisent des points presse, presque tous les jours. Vous voulez dire qu'il était possible, et même probable, que cet acte abominable ait été fait, commis par plusieurs personnes, par plusieurs auteurs et complices. Je ne comprends pas personnellement comment l'un de ces complices ne parvient pas à libérer sa conscience et à transmettre l'horrible secret qu'il a en lui. Certains journalistes nous disaient si vous ne nous donnez pas des images par des conférences, etc., eh bien, on est obligé d'aller les chercher nous-mêmes sur le terrain. Donc en faisant les points presse, ça nous évitait d'être davantage embêtés dans nos investigations. Et le deuxième intérêt des conférences de presse, c'était quand même de faire appel à des témoignages.
Pour les gendarmes, ça a dû être très très compliqué parce qu'ils ne pouvaient pas faire un pas sans qu'il y ait au moins, je sais pas, 7, 8, 10 voitures qui les suivent. Et encore une fois, là, on se trouve dans un village où chacun sait qui habite à tel endroit et si on va dans telle direction, on va chez un tel. À l'Éponge, la pression médiatique se fait de plus en plus sentir. 4 jours après l'assassinat, le 20 octobre, ce sont les obsèques de l'enfant. Le cimetière est littéralement pris d'assaut par des centaines de journalistes en France. C'est du jamais vu. Pour les gendarmes, le corbeau, donc l'assassin, est forcément là, parmi la foule présente à l'enterrement. Une suspicion qui ne fait une fois de plus qu'attiser les passions et donc l'intérêt des journalistes. Pour une enquête considérée au départ comme assez simple, le dénouement tarde à venir et la presse trépigne. Chaque soir, on écrivait en faisant le constat qu'on n'avait rien, mais en sous-entendant que demain peut-être, ou en tout cas certainement après-demain, la solution viendra. Les journalistes qui écrivaient, c'est un drame affreux, les gendarmes font un travail remarquable, etc. Ils écrivent ça au départ. Mais au bout de 10 jours, ils écrivent, l'enquête piétine. Et les gendarmes de héros deviennent mis en cause. C'est comme ça, et il faut vite trouver. Retour à l'Éponge, derrière moi. Si les enquêteurs travaillent et ne ménagent pas leur peine, l'enquête piétine pourtant. Plus de 10 jours après la découverte du corps, aucun résultat, ce qui évidemment n'est pas du goût de la centaine de journalistes qui campent ici et qui attendent l'arrestation du monstre. Il faut dire que l'affaire Grégory a été la première enquête judiciaire couverte par un aussi grand nombre de médias nationaux et internationaux. La presse écrite, la radio, mais aussi les télévisions qui sont à l'affût de la moindre information. Alors pour tromper leur ennui, les journalistes vont se mettre à enquêter, à faire leur petit détective. Et ça fout évidemment la pression aux gendarmes et au juge Lambert. Cette hyper-médiatisation inquiète la chancellerie qui, elle aussi, réclame des résultats. Et le 22 octobre, quand les gendarmes reçoivent le coup de fil d'une femme qui déclare avoir des informations importantes à révéler, une nouvelle piste s'ouvre. On avait une personne qui était venue nous apporter un témoignage spontanément. Et il n'y en a pas eu beaucoup dans cette affaire, donc ça a tout de suite un peu attiré notre attention. Il s'agit de Marie-Ange Laroche qui a tenu à faire une déclaration, à nous apporter spontanément des renseignements. Marie-Ange, c'est la femme de Bernard Laroche, un cousin de Jean-Marie Vimin. 6 jours après le meurtre, celle-ci appelle les gendarmes en utilisant une cabine téléphonique de l'épicerie de Monzet. Elle faisait part, pour aider l'enquête, de ce que son mari lui avait rapporté des propos qui se tenaient dans son usine, où évidemment chacun y allait de son hypothèse. Donc il nous a apporté certains renseignements qui ne valaient d'ailleurs pas grand-chose, mais enfin il l'avait fait de manière qui a suscité un peu notre curiosité, parce que la façon de le faire, en téléphonant depuis une cabine, en utilisant un peu le sceau du secret, comme s'il avait des choses essentielles à nous dire, était un peu étonnant. Bernard travaillait de nuit. Donc, pour ne pas le déranger, comme le matin il dormait tard, j'avais pris la décision d'aller téléphoner au petit magasin de Madame Lebedel à Monzet, où j'allais faire mes courses tous les jours. Ensuite, les gendarmes sont venus me chercher pour aller à la gendarmerie, pour demander, ils m'ont dit 2-3 questions, quoi. Et au final, il s'est avéré qu'à ce moment-là, ils m'ont mis en garde à vue. Immédiatement, les gendarmes vérifient l'emploi du temps de Marie-Ange Laroche et il s'avère que le 16 octobre, elle ne pouvait pas être impliquée directement dans ce crime. La journée du 16 octobre 84, j'étais au travail. On travaillait contre équipe parce qu'on avait Sébastien, donc notre tour de rôle, voilà. Et oui, le soir, il m'avait dit qu'il était allé au Champion et qu'il avait été encaisser le tiercé qu'il avait gagné. Et j'ai demandé si Sébastien ça avait été sage, comme d'habitude, la routine, quoi.
Et c'est en fin de compte à partir de son témoignage qu'on a commencé à rayonner autour et qu'on a été amené à entendre son mari, Bernard Laroche. Et Bernard Laroche donc était entendu et il a été passé à la dictée comme tous les témoins à l'époque. À l'heure du crime, Marie-Ange Laroche était donc à l'usine, son mari et elle travaillant en décalé pour s'occuper de leur enfant de 4 ans, Sébastien. Dans la foulée, les enquêteurs se rendent chez Bernard Laroche et lui demandent de préciser son emploi du temps. Il déclare s'être levé à 13h, être passé chez son ami Michel Vimin, le frère de Jean-Marie, vers 15h30, 16h, puis chez sa tante Louisette pour attendre un de ses amis, Jean-Pierre, avec qui il devait aller acheter du vin. Ne le voyant pas arriver, il se serait rendu avec son fils à Granges-sur-Vologne, au domicile de ce dernier. Apparemment, Jean-Pierre n'était pas là. Il sera alors retourné chez sa tante où Muriel, sa jeune belle-sœur de 15 ans de retour du collège, était en train de regarder la télévision. Ensuite, il se serait rendu à Laval-sur-Vologne avec son fils pour acheter du vin, puis, après un passage à Bruyères au café de la Renaissance pour retirer son tiercé, il serait rentré chez lui. Dans le créneau qui nous intéresse, entre 17h et 18h, eh bien, il parlait de Muriel. Il disait qu'à une certaine heure, il était rentré chez leur tante Louisette, et quand il est arrivé, il y avait là sa belle-sœur Muriel qui venait de rentrer du collège. Bon, qui est Muriel? On va la voir, on l'entend, et elle nous dit exactement le contraire. Elle nous dit, moi, quand je suis arrivé, Bernard Laroche était là. Alors c'est quelque chose c'est un détail qui est important, parce qu'on peut se tromper sur certaines choses, mais se tromper sur savoir qui est la personne la première arrivée dans une pièce, c'est quand même fort. C'est sur la base de cette contradiction que l'étau se resserre autour de Bernard Laroche. En parallèle, le 27 octobre, soit 10 jours après l'assassinat, les Vimin se constituent partie civile et engagent maître Henri-René Garot, un ténor du barreau parisien, très médiatique. Maître, est-ce que vous pouvez me rappeler qui était exactement maître Garot à l'époque, en 1984? C'est pas anodin. Henri Garot, en 1984, est un avocat réputé, doté de très solides qualités professionnelles, et il s'est singularisé à cette époque-là par un discours qui a troublé et dérangé beaucoup de gens. Henri Garot a créé, avec un magistrat, une association qui s'appelle Légitime Défense. Nous sommes en 1984, donc 3 ans après la loi qui mettait fin à cette peine épouvantable et inacceptable que constitue la peine de mort. Et donc Henri Garot, qui professe des opinions un peu musclées, mais qui n'est pas, contrairement à ce que certains ont dit, qui n'est pas parlons clairement, qui n'est pas un fasciste. Fort de cette réputation, Henri Garot est mandaté par les époux Villemain, qui ont entendu parler de lui par certains journalistes. Entendu parler de son combat, forcément. Alors, ces journalistes, évidemment, ont dit aux Villemain que Henri Garot est un avocat préoccupé par le sort des victimes, ce qui est parfaitement vrai. Et c'est ainsi que ce confrère parisien fait son arrivée dans le dossier dans les jours qui suivent le crime. Avec l'arrivée d'un tel personnage, évidemment, la tension médiatique monte une fois de plus d'un cran. Les gendarmes continuent de creuser la piste Laroche et un échange téléphonique entre le capitaine Sesma et une des 2 expertes en écriture va définitivement orienter l'enquête. Vers le 28 octobre, on a envoyé les dictées de Bernard Laroche. Et c'est elle qui nous a rappelé le lendemain pour nous dire « Attention, là j'ai quelqu'un qui m'intéresse. Pour moi, son écriture est très très intéressante par rapport à celle du Corbeau. Continuez vos investigations. » Au fil des jours, les gendarmes et le juge vont alors se forger une conviction. Et le 31 octobre, soit 9 jours après avoir entendu Marie-Ange, le couple Laroche est mis en garde à vue. C'est très dur, quoi, une garde à vue. Sesma voulait une seule chose, c'est que je dise qu'il me disait Bernard est dans la pièce à côté, Bernard vient d'avouer, c'est lui, il faut dire pareil, il faut dire que c'est lui, que... Voilà les propos que Sesma pouvait me tenir, quoi. Et je disais c'est du n'importe quoi, et bon, au bout d'un moment, il repartait, il était tard, la nuit était bien avancée, je m'assoupissais un peu sur... Le bureau, il arrivait, il tapait du poing sur la table pour me réveiller. Enfin,
somnolente, mais je ne dormais pas, quoi. En l'absence d'aveu, les Laroche sont relâchés au bout de 24 heures. Le 2 novembre, c'est au tour de Muriel Boll de se retrouver en garde à vue. Elle commence par maintenir sa première version. Le 16 octobre, à 17h, elle est rentrée avec le quart de ramassage scolaire chez sa tante Louisette à Aumonzey. C'est là qu'elle aurait vu Bernard Laroche vers 17h20. On a commencé à faire des vérifications autour du témoignage de Muriel, qui nous disait qu'elle avait pris le quart. Et c'est là qu'on a commencé à tirer un petit peu une ficelle qui nous a amené à obtenir des renseignements comme quoi elle n'avait pas pris le quart le jour-là, qu'en sortant du collège, elle était montée dans une voiture et qu'elle avait donc fait autre chose que ce qu'elle nous disait. Les gendarmes décident alors de l'entendre à nouveau et c'est un tout autre scénario qui va se dérouler. Confrontée à ces contradictions, eh bien, elle est passée aux aveux, qu'elle nous a dit, oui, je vous ai menti, je ne suis pas rentré avec le bus, mais je suis parti avec Bernard. Et donc elle nous a fait 6 aveux donc, de participation à l'enlèvement de Grégory. Elle nous a dit, à un moment on s'est arrêté, Grégory est sorti, il est revenu avec un enfant, il est reparti, et elle nous racontant, une histoire qui correspondait sur pas mal de points par rapport à ce qu'on savait de l'enlèvement de Grégory. Le lendemain, soit le samedi 3 novembre, Muriel confirme une nouvelle fois ses aveux. Et le juge Lambert, qui ne l'a pas encore rencontrée, demande aux gendarmes de la ramener dans sa famille pour le week-end. On avait là le premier témoignage d'une personne avouant sa participation indirecte à l'assassinat. Le premier. Dans n'importe quelle autre circonstance, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, le juge d'instruction et le procureur de la République seraient descendus tout à faire cessante sur place pour entendre la personne. Après la garde à vue de Muriel Boll, vous avez demandé aux gendarmes de la reconduire chez ses parents pour y passer le week-end. Pourquoi vous ne l'avez pas entendu tout de suite vous-même? Vous deviez partir en week-end. Je ne voulais justement pas, vu la gravité des accusations de Muriel, l'entendre dans la foulée, éventuellement procéder à l'inculpation de Bernard Laroche également dans la foulée. Je voulais, par prudence, la laisser se reposer dans la famille, la réentendre le lundi matin. Vous imaginez bien que si elle retourne chez elle, on va essayer de la faire changer d'avis, non? Apparemment, elle avait reçu l'ordre de ne pas en parler à ses parents. De la part des gendarmes? Oui. Le lundi 5 novembre au matin, les gendarmes conduisent donc Muriel au cabinet du juge Lambert et à nouveau, elle confirme ses accusations. Dans la foulée, le juge Lambert signe un mandat d'amener et les gendarmes procèdent à l'arrestation de Bernard Laroche. Bernard Laroche, est inculpé? Oui, inculpé d'assassinat. Qu'est-ce qui vous a permis de l'inculper? Un témoignage capital et en partie un rapport d'expertise. Les résultats partiels. Ce témoignage, c'est celui de Muriel? Exact. Bernard Laroche va être arrêté sous l'œil des caméras. On le voit menotté. Est-ce que c'est choquant? Oui, bien sûr. C'est profondément choquant. Mais qui a prévenu les journalistes? Je vous laisse deviner la réponse, mais... C'est pas vous? Ah, ce n'est pas moi. C'est les gendarmes? Si ce n'est pas l'un, c'est donc l'autre. Que vous dit Bernard Laroche quand les gendarmes l'amènent dans votre cabinet? Il a clamé son innocence à plusieurs reprises, mais sur un ton très calme. Il a dit « je suis innocent, je suis innocent ». Le 7 novembre au matin, coup de théâtre. En apprenant l'arrestation de son beau-frère, Bernard, sur la base de ses déclarations, Muriel se rétracte. C'est pas la voiture de Bernard. J'ai jamais été sur l'éponge, tout ça. Où le gosse a été noyé, j'ai jamais été là. Je connais pas l'éponge d'Ocel. Mais c'est très très important, vous vous rendez compte, de revenir sur votre témoignage maintenant. Le juge a sans doute dû vous montrer à quel point c'était important ce que vous disiez. Ils m'ont dit quand j'ai changé de machin là, que ce serait une complicité. Et là maintenant vous nous dites Bernard est innocent, je n'étais pas avec lui, nous ne sommes pas allés à l'éponge. Bernard est innocent, mon beau-frère il est innocent. Jamais été avec mon beau-frère. Le juge Lambert, lui, reste apparemment imperturbable. Il y a d'autres éléments à côté qui permettent
de tenir peu de cas de ces rétractations. Pour lui, comme pour les gendarmes, le dossier est en béton. Quel est le scénario de cet enlèvement et de cet assassinat de Grégory par Laroche, selon les gendarmes? Donc ce jour-là, à 17h, Bernard Laroche aurait récupéré sa jeune belle-sœur à la sortie du collège, serait allé à l'Épange, aurait garé sa voiture le long de la route, aurait pris le chemin pour aller jusqu'à la maison des époux Villemain, les parents de Grégory, aurait enlevé l'enfant, serait revenu à la voiture et serait allé à Docelles en s'absentant à un moment, en emmenant Grégory, et donc serait revenu seul, et ensuite aurait regagné le domicile de sa tante Louisette. Pour les enquêteurs, le mobile de l'assassinat tient. Bernard Laroche serait jaloux de Jean-Marie Villemin parce qu'il était contremaître, propriétaire d'une belle maison et père d'un enfant en pleine santé. Qu'est-ce que vous pensez des soupçons qui pèsent sur Bernard Laroche et sa femme? Ce que j'en pense et ce que j'ai dit hier, c'est que si c'est lui, il n'y a plus à faire confiance à personne. Mais c'est certain qu'il peut être dans l'affaire. On n'avait rien envie aux Villemain, mais rien du tout. On n'avait aucune jalousie envers eux, quoi. Vraiment aucune jalousie. Ça ne tient pas debout, ça. Il y a eu des différends auparavant entre Laroche et Villemin, Jean-Marie? Dans mon souvenir, non. Des engueulades, de la jalousie? Entre Laroche et Jean-Marie Villemin, dans mon souvenir, il n'y avait rien de très particulier. Il y a peut-être quand même quelque chose à souligner qui est le fait suivant. C'est que Bernard Laroche est le grand copain de Michel Villemin. Michel, c'est le frère de Jean-Marie. Et je crois que Michel, se sentant un peu brimé par Jean-Marie, est allé se plaindre auprès de son grand copain Laroche. Donc il se peut effectivement que Laroche, aiguillonné par les récriminations de Michel, il a une certaine, animosité. Animosité vis-à-vis de Jean-Marie. C'est une hypothèse de travail qui se tient. Ça y est, les gendarmes tiennent enfin leur scénario. D'abord, ils ont des meurtriers présumés. Bernard Laroche et sa petite belle-sœur, Muriel. Et puis un mobile, la jalousie. Et puis ils ont cette chronologie du drame. Pour eux, tout concorde. D'autant qu'ils viennent d'obtenir un début d'aveu de la part de Muriel qui a été placée en garde à vue. Et là, elle a fini par avouer. Elle dit « Bernard est venu me chercher à la sortie de l'école avec sa voiture et là, nous sommes allés à l'Épange chercher un petit garçon que je ne connaissais pas. » Bref, le sort de Bernard Laroche est scellé. Les seuls à ne pas croire à la culpabilité de Laroche, ce sont ses copains de travail et son employeur. Et c'est l'avocat de l'entreprise, Maître Pron, qui prend la défense de l'ouvrier inculpé. Bernard Laroche, je le vois pour la première fois dans le cabinet du juge d'instruction. Le matin même, le journal Le Figaro avait publié une interview attribuée au juge Lambert et qui disait « Les avocats pourront nous raconter ce qu'ils voudront. Ma conviction est faite. » Cet article du Figaro pesait lourd. Maître Pron, qui est parisien, demande à Maître Welzer, avocat à Épinal et président de la Ligue des droits de l'homme dans les Vosges, de venir en renfort. J'arrive à la maison d'arrêt, plein de journalistes devant qui savaient déjà que je venais. Et les détenus hurlaient lorsque Laroche passait, hurlaient à mort. Bernard Laroche arrive, je vois quelqu'un arriver tout rouge, complètement affolé. Complètement affolé. Qui vous êtes? Et il me regarde, et je le regarde. On s'installe, et je commence à lui poser des questions, je m'en rappelle très bien, comme si j'étais policier. Parce que, pour moi, j'avais en tête que s'il était coupable, il fallait qu'il avoue. À partir du moment où toutes les preuves étaient là, et je vois quelqu'un en face de moi affolé, qui ne comprenait rien. Immédiatement, Maître Welzer se rend chez le juge et lui demande le dossier. Je regarde le dossier, mais je lui dis, il n'y a pas de rapport d'autopsie? Ah non, on l'a pas. Je lui dis, mais il n'y a pas d'expertise d'écriture, là? Ah non, je les ai pas reçus. Mais je lui dis, la presse dit qu'elle est experte. Non, il n'y a pas. Et là, les bras m'en tombent. Franchement, je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce cirque?
La justice française se fonde sur des pièces écrites, cotées dans un dossier. Ici, parce qu'il fallait aller vite, c'est plutôt par le téléphone, l'oral, que le juge a été informé. D'où le vide du dossier et des erreurs de procédure. Ainsi, les expertises en écriture qui étaient censées accabler Bernard Laroche seront annulées le 14 décembre 84, avant même d'être versées au dossier. Le juge désignera alors 2 nouveaux experts. Pour quelles raisons les 2 premières expertises en écriture ont-elles été annulées? Il n'appartenait pas aux gendarmes de désigner un expert. La décision relevait des juges d'instruction. Et je dois dire que personne, y compris au parquet général, ne s'est aperçu de l'erreur de procédure. Des annulations pour erreur de procédure, mais aussi parce que le nombre d'écrits de Bernard Laroche serait disproportionné par rapport à celui des autres scripteurs. Il y avait plus de 130 dictées, on ne lui montre que l'écriture de Bernard Laroche à Mme Béa-Chancelet. Et elle écrit, j'ai jeté un coup d'œil, je vous ai dit oui, ça doit correspondre. Au lieu de lui faire chercher parmi les 130 anonymes, qui correspondrait? Désormais, dans le dossier, l'élément majeur qui persiste, même si Muriel s'est rétracté, ce sont ses aveux à Muriel. J'ai pensé que ça ne collait plus du tout après avoir reçu le procès-verbal d'audition de Muriel. Voilà. C'est invraisemblable. Certains journalistes, comme Marie-France Bézina, mais aussi les avocats de Laroche, s'interrogent sur la forme même de ce procès-verbal. Aucune question, des tournures de phrases qui ne ressemblent pas à celles de Muriel, bref, ce PV les laisse perplexes. Quand vous lisez le PV, vous y croyez aux déclarations de Muriel ou pas? Franchement, oui. Effectivement, elle décrivait dans le détail, c'était parfaitement crédible. Mais il n'y a pas certains mots qui vous choquent? Certaines tournures? Là aussi, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Aujourd'hui, tous les procès-verbaux sont rédigés dans les termes précis de leur auteur. À l'époque, c'est vrai que les enquêteurs, gendarmes ou policiers, arrangeaient certaines tournures, remplaçaient des phrases par d'autres pour que ça coule mieux sur le papier. C'est vrai que dans sa forme, le PV d'audition de Muriel est imparfait, insatisfaisant même. Mais pour autant, le témoignage de Muriel ne doit pas être sous-estimé ou négligé pour des questions de forme de ce type-là. Deuxième point d'interrogation, les 2 dessins annexés à ce procès-verbal. Dans la presse, Muriel accuse désormais les gendarmes de les avoir dessinés à sa place. On essayait un moment, parce qu'on voyait bien qu'elle nous avait dit des choses graves, mais qu'elle ne se souvenait pas de tout. On a cherché à avoir des éléments, lui dire, mais attends, on était là, regarde le plan, par où tu es passé, est-ce que tu peux le montrer? Tout ça, c'était un peu des brouillons qui ont été mis comme ça dans le dossier. Encore une fois, ça manquait de rigueur sur le plan de la forme. Mais ça montre bien aussi que si on avait voulu, forger un témoignage de toute pièce, on s'y serait pris autrement. Vraiment, ces arguments là, de dire aujourd'hui les gendarmes ont manipulé Muriel, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Le dessin a été reconnu honnêtement par Jean Barthaud comme de sa plume. Il fallait bien lui indiquer les points essentiels. Il semble que l'un des gendarmes entendus aujourd'hui a reconnu être l'auteur d'un des croquis qui avait été produit, semble-t-il, comme émanant de la main de Muriel. J'ai procédé à des auditions de tous les gendarmes qui avaient participé ou avaient été présents au moment de la garde à vue de Muriel. Et j'ai découvert qu'en réalité, c'était un gendarme qui avait dessiné le plan, un plan très sommaire de Bruyère, et qu'on avait simplement demandé à Muriel de tracer un trait avec une flèche au milieu de ce plan. Ces mises au point posent la question des conditions dans lesquelles Muriel a été gardée à vue à la gendarmerie de Bruyères. Alors je remarque simplement que 2 novembre, il y a 2 gendarmes qui l'interrogent. Ils sont assistés de 1, 2, 3 autres gendarmes. Ils sont 5 autour d'elle.
Hein, c'est signé 5 gendarmes. Il a été vu par un médecin, il a été vu par son père durant l'audition. C'est un témoignage qui a été recueilli dans des conditions qui étaient très carrées. À ce sujet, l'avis du commissaire Corazzi du SRPJ de Nancy diverge. C'est lui qui, par la suite, va reprendre l'enquête. Une gamine de 14 ans qui passe la nuit à la gendarmerie, alors c'est pas très cohérent, ça. Hein. Donc, on fait signer son père, malgré tout, la garde à vue. Mais son père, je regrette, mais il savait pas lire. Dans les jours qui suivent le 5 novembre, le juge Lambert, toujours persuadé de la culpabilité de Bernard Laroche, procède à des vérifications sur l'emploi du temps de l'inculpé. Et là, très vite, sa conviction vacille. À quel moment est-ce que vous avez eu un premier doute sur cette culpabilité de Laroche? Très rapidement. Donc j'ai inculpé Bernard Laroche le lundi après-midi. Dès le vendredi après-midi, j'ai procédé à plusieurs confrontations, notamment celle de Bernard Laroche et de sa jeune belle-sœur Muriel. Et également ensuite, Bernard Laroche et la gérante du bar PMU de Bruyères. Mais le plus important, c'est la réflexion qu'a faite cette femme à la fin de la confrontation. Elle a dit en regardant Bernard Laroche, « Monsieur, j'espère vous revoir prochainement. » Voilà un homme qui, depuis moins d'une semaine, était accusé du crime le plus abominable qui soit. Et cette dame a dit à cet homme, « J'espère vous revoir bientôt. » Là, j'avoue que vraiment, j'ai pris ça comme une claque. En vérifiant les témoignages des collégiennes, le juge se rend compte que certains ne tiennent pas. D'autres, en revanche, auraient été sous-estimés. Nelly D., la plus proche amie de Muriel. Quelquefois, Muriel ratait le car le matin, mais le soir, elle était toujours là. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir la chercher en voiture. Je connaissais Bernard Laroche, je ne l'ai jamais vu chercher Muriel à la sortie du collège. S'il était venu la chercher une fois, je l'aurais vu parce que j'attendais toujours Muriel à côté du car. Le père de Nelly, ma fille m'a dit qu'elle avait dit aux gendarmes que Muriel était dans le car. Ceux-ci ont dit qu'elle était la seule à l'avoir vue. Ils sont revenus 5 à 6 fois à la charge. Ils ont fini par la faire douter. Elle a pleuré après leur départ. Le chauffeur de bus, on a vérifié. Tout ce qui était monté, s'est confronté, s'est écroulé. Ça ne collait plus. Plus rien ne collait. Tout... C'était comme un château de cartes qui s'était effondré. Vous organisez une confrontation entre Muriel et les gendarmes le 29 janvier. Pourquoi? Il fallait que je sache exactement dans quelles conditions s'était déroulée cette garde à vue. Donc j'ai entendu tous les gendarmes. Et là, à l'issue de cette journée, j'ai dit, ma religion était faite. Le dossier ne tenait plus. Au soir du 29 janvier 85, à l'issue de la confrontation entre Muriel et les gendarmes, le juge Lambert doit l'admettre, son dossier, qui était présenté comme accablant au début de l'enquête, est désormais vide. Les avocats de Bernard Laroche déposent immédiatement une seconde demande de mise en liberté. 6 jours plus tard, Laroche est libéré contre l'avis du procureur de la République, mais reste inculpé pour l'assassinat de Grégory. C'est en soi une bonne nouvelle pour ses avocats et sa famille, mais aussi un vrai risque pour lui, car la tension est telle que ses proches craignent pour sa vie. Pendant ce temps, les policiers du SRPJ de Nancy, dirigés par le commissaire Corazzi, ont repris l'enquête et repartent à zéro. Le 5 février 1985, lors de la libération de Laroche, le climat est délétère. L'opinion publique est divisée et pour Maître Welzer, cette sortie s'annonce sous haute tension. Moi, en tant qu'avocat, je vais chercher à la prison et je me pose des questions. L'opinion a été chauffée à blanc depuis le 5 novembre 84. Il a été présenté comme le coupable. Il faut reconstruire son idée d'innocent. Je m'étais arrangé pour trouver un lieu pour le cacher. J'ai peur des réactions de l'opinion, j'ai peur de la réaction de la famille Villemain. Comment est-ce que vont réagir les époux Villemain quand Laroche est libéré? Consternation, indignation, chagrin,
crise de confiance en l'institution judiciaire. Alors, je dois dire, à ce niveau-là, j'estime avoir pris toutes les précautions. Dès le soir de la libération de Bernard Laroche, j'ai appelé les parents de Grégory. Je les ai reçus le lendemain, le mardi. Je leur ai fait part des raisons pour lesquelles j'avais remis Bernard Laroche en liberté. Ils m'ont paru comprendre ma décision. Et alors, il y a aussi un problème à l'époque, disons les choses toujours aussi clairement. Henri Garot, qui à l'époque est le seul avocat du couple Villemain, est un avocat parisien. Il n'est pas là au jour le jour pour apporter une aide morale et psychologique aux époux Villemain, qui de ce fait se sentent également un peu seuls, ou beaucoup seuls. Voilà. Le trouble s'empare de leurs esprits. Des journalistes ou des gendarmes éventuellement vont jouer un rôle pas très souhaitable en ne contribuant pas à ramener la sérénité dans l'esprit des Villemain. Les Villemain sont donc livrés à eux-mêmes. Et certains journalistes ou certains gendarmes qui ont pris l'habitude de leur rendre visite régulièrement leur parlent de l'affaire et nourrissent leurs ressentiments. Pour le couple, la libération de Laroche est injuste, injustifiée. Les avocats de ce dernier, conscients des risques éventuels encourus par Laroche, le poussent à se mettre au vert, mais il refuse. Le problème, c'est que Bernard Laroche, le cacher, ça voulait dire qu'il était coupable. Puis il ne voulait pas se cacher. Il voulait très vite revenir. Et au moment du procès en 93 dans les assises de Dijon, on apprendra que Jean-Marie Villemain, le 4 février 85, attendait avec son fusil Bernard Laroche devant chez lui. L'opération réhabilitation de Laroche est lancée. Maître Welzer et Pron organisent alors des rencontres avec la presse et Laroche répond aux questions en famille avec Marie-Ange et leur fils Sébastien. Je peux le dire à n'importe qui, je suis innocent et j'espère que le vrai coupable sera trouvé un jour. Si demain il y avait de nouvelles reconstitutions, de nouvelles analyses de votre écriture, est-ce que vous êtes prêt à vous y prêter? Ah oui? Papa. Oui, je suis prêt. Je me suis retrouvé face à quelqu'un un peu un costaud, quoi, mais charmant. Puis à sa sortie de prison, je pensais qu'il allait un peu avoir une colère, mais non, c'était quelqu'un de très serein, très calme. Moi, il m'a juste dit, tu sais ce qui m'a fait le plus de mal, qu'il me dit, c'est pas les 3 mois de prison que j'ai fait pour rien, qu'il dit. C'est de la façon qu'on a traité notre gosse. Les gendarmes vivent leur dessaisissement et la libération de Laroche comme une véritable humiliation. Nous, on a vécu ça de façon, on peut dire, assez douloureuse, parce que c'était vraiment un dénigrement, un discrédit complet mené sur notre travail que nous avions fait avec je le pense, beaucoup de motivation, d'impartialité, d'objectivité, d'honnêteté. C'était terrible de se voir dans cette situation. Pour le commissaire Corazzi, qui reprend en février 85 l'enquête, la mission s'annonce vraiment difficile. Le directeur central nous a dit, vous allez prendre ce dossier pourri et vous allez essayer de sortir cette affaire de l'ornière. Et là, évidemment, on n'était pas chaud, hein, parce que quand on a une affaire comme ça, dès le départ, on est sur les lieux et on constate là où le crime a été commis. Sur les lieux, sur les personnes qui entourent la victime, c'est immédiat. Si on le fait plus tard, c'est moins bon. Après seulement quelques jours, certains points l'interrogent. C'est vrai qu'à la lecture de la procédure, on s'est aperçu qu'il y avait quand même quelques manques. Et je suis modeste en disant ça. Les principaux manquements, il y a la perquisition chez les parents. Le 16 octobre 84, le jour du crime, les gendarmes avaient procédé à une simple visite domiciliaire chez les parents de Grégory. Alors, nous étions dans une certaine compassion, parce que encore une fois, ce sont des victimes. On a affaire à des gens qui ont 24 ans, en gros, qui perdent leur enfant dans des conditions difficiles, terribles. Mais cette compassion n'a jamais été de l'empathie, ni n'a été un aveuglement.
Pendant un mois, les 4 policiers du SRPJ qui travaillent sur l'assassinat de Grégory classent les informations concernant chaque personne citée dans le dossier, soit plus de 200 individus, un véritable travail de fourmi. Et à partir de là, on arrive sur, c'est l'entonnoir, on arrive sur Bernard Laroche, bien sûr, puisqu'il est inculpé à l'époque. Il est inculpé, donc on se pose la question de savoir ce qu'il vient faire dans cette affaire. Hein. Franchement, à la lecture du dossier, on se dit, mais pourquoi il est inculpé? Il faut être honnête jusqu'au bout. Cette personne ne peut pas être totalement exclue du champ des suspects possibles. Par contre, où il y a vraiment, moi, plus que des questions qui apparaissent, c'est quand on fait coïncider ces contraintes horaires, ces passages obligés. Le chronométrage, on l'a fait, et on l'a fait X et X fois. Bon, on s'est aperçu que là, il y avait une impossibilité matérielle. Retour sur ce chronométrage, c'est un élément clé de l'affaire. Dans le scénario des gendarmes, confirmé puis affirmé par Muriel, Bernard Laroche serait passé la prendre à la sortie du collège. Donc 16h55, sortie du lycée, il y a 1000 élèves, je crois. Muriel sort en dernier. Sa classe est au bout du lycée. Hein. Et quand on a vu le temps qu'il fallait pour qu'un élève de la classe Muriel monte dans le bus, c'est pas possible. Si Bernard Laroche est là à l'attendre, il attend un quart d'heure ou 10 minutes. Donc après, il n'a plus le temps de revenir sur l'épanche, d'aller noyer Grégory. Il fallait quand même qu'il soit sûr de trouver l'enfant tout en ayant posté la lettre et sans que personne le voie au travers de la campagne. Et ça, dans un créneau horaire, je crois, c'est 20 minutes. C'est difficile à envisager quand même. C'est le nœud du problème. En épluchant le procès-verbal de Muriel, les avocats de Laroche, mais aussi des journalistes, relèvent certaines incohérences dans le récit des aveux de la jeune fille. On lui fait dire à Muriel que Bernard Laroche était venu à la sortie du collège, avec Sébastien, avec Muriel, et il allait enlever Grégory, c'est-à-dire qu'il manquait plus qu'un pimpon. Quoi. Vous connaissez beaucoup, vous, des personnes qui enlèvent un enfant avec des témoins? Elle dit bien, on s'est arrêté en contrebas. J'ai vu Bernard partir à pied à travers champs et revenir un certain temps après avec un enfant à la main. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a M. Méline, le voisin, qui monte avec son chien dans le même temps. Et là, tout est à découvert, quasiment. Donc il faut avoir l'opportunité, la certitude de pouvoir le faire, l'opportunité temporelle pour le faire et ne pas être vu. Ça fait beaucoup, hein? En mars 85, les enquêteurs du SRPJ commencent donc à émettre des réserves sur la culpabilité de Bernard Laroche. En revanche, cette nouvelle équipe s'intéresse de plus en plus à Christine Villemin, la mère de Grégory. Et la procédure s'accélère fin mars, quand le juge Lambert demande des expertises graphologiques supplémentaires qui pourraient mettre en cause la mère de l'enfant. Pour la deuxième fois, la piste Laroche s'éteint. Le SRPJ rend ses conclusions et demande au juge Lambert de sortir Laroche de l'enquête. Après 3 mois de prison, le contremaître de l'usine Ansel reprend sa vie quotidienne normale à Aumonzey. Il est sur le point, en plus, de bénéficier d'un non-lieu que va lui donner le juge Lambert. Qui peut imaginer, à ce moment-là, alors qu'il est remis en liberté, qu'il ne lui reste que 54 jours à vivre? Bernard Laroche recommence à travailler. Il recommence une vie normale. Courant mars 85, Bernard Laroche est donc en liberté chez lui à Aumonzey. Un état de fait insupportable pour Jean-Marie Villemin. On entend Jean-Marie Villemin à l'hôtel de police à Nancy. Ce doit être fin février, début mars. Et il fait part de son désir de se venger. À cette époque-là, il a déjà tenté. On ne le sait pas. Et Jean-Marie Villemin dit aux enquêteurs qui l'entendent « Bon, je vous laisse jusqu'aux vacances. Après, je m'en occuperai. » On lui a dit « Écoute, Jean-Marie, déconne pas, hein, tel quel. Tu nous laisses travailler. Hein, tu vas pas faire justice toi-même, c'est pas ton rôle. Tu attends. »
La rumeur court, elle enfle. Jean-Marie Villemin est prêt à commettre l'irréparable. Dans la région, tout le monde est au courant, même les Laroche. Il y a des personnes qui me téléphonaient pour me dire Marie-Ange, fais gaffe, Villemin, on a vu Villemin au château d'eau. Il a une couverture sur le siège arrière, mais je pense bien qu'il y a une carabine, un fusil en dessous. On m'avait appelé à plusieurs reprises et j'ai appelé la gendarmerie pour leur dire ce qu'on venait de me communiquer. Et la première fois, il y a un gendarme qui m'a raccroché au nez. J'ai assisté, j'ai rappelé. Le deuxième gendarme m'a dit s'il lui arrive quelque chose, ça va quoi être de notre faute. Je lui ai dit écoutez, c'est pas de ma faute, quoi. Je veux dire, voilà, mais ils n'ont pas tenu compte des appels téléphoniques. Nous, on lui disait à chaque fois, vous avez un avocat, retournez-vous vers lui, qui s'adresse aux autorités, et puis après, on verra de quoi il en retourne. Et donc, le 6 mars 85, je vais voir le procureur, et je lui remets un courrier à Épinal, en lui demandant des mesures de protection. En lui demandant des mesures de protection, on nous dit que les mesures vont être prises, etc. Aucune mesure n'a été prise. Chronique d'une mort annoncée. Le 29 mars, vers 13h, tout bascule. Le 29 mars, quand je suis allée chercher Bernard à son travail, sur la route du retour, je me rappelle, je lui dis mon Mimi, on va avoir un bébé. Et c'est vrai que Bernard était content. Il dit j'espère que ce sera une fille. Je lui dis on verra. Je vois encore son sourire. Quand on est arrivé devant la maison, Bernard était sorti le premier. Et je suis sortie après et j'ai entendu des pas lourds, quelqu'un qui sautait. Je me suis retournée, c'était Jean-Marie Villemin avec le fusil. Ils ont commencé à dialoguer. Bernard lui a dit, je te jure, Jean-Marie, je te comprends, mais je te le jure, c'est pas moi qui ai tué ton gosse. Et pour c'est ta faute, ils sont tous sur Christine qui lui a dit, pourquoi Muriel a dit ça. Bernard a dit, je te jure, c'est pas moi. J'ai essayé de parler et mon frère d'avoir entendu les voix assez fortes est descendu. Et Sébastien était derrière mon frère. Et Lulu, quand il a vu Villemin avec le fusil, s'était mis devant nous et Villemin lui a dit, tire-toi Lulu, je t'en tire une aussi. Bernard a dit à mon frère, remonte. Reprends le petit, remonte. Mon frère est parti, mais il n'avait pas vu que Sébastien était resté derrière la porte. Et j'ai fait un mouvement, moi, quand ils sont repartis. À ce moment-là, j'avais peur, j'étais dans la panique, j'ai même pas entendu le coup de feu, quoi. J'ai juste vu Bernard mettre les mains à la poitrine et tomber en arrière. Sur le coup, je voyais pas de sang, il n'y avait rien. Mon frère est descendu vite, il avait été chercher des serviettes d'eau. Il lui avait mis un truc sous la tête. Je dis à lui, il va s'en remettre. Je lui dis, il n'y a rien, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sang. Sébastien était sur son père. Au bout d'un moment, le sang a commencé à bouillonner au-dessus du pull. Sébastien était pas plein de sang. Maman, enlève-moi ça, qui criait, enlève-moi ça. Mon frère dit, va appeler le médecin tout de suite, qui dit, je reste avec lui. Les médecins sont venus tout de suite. Et dans la trompette que je raccrochais, le téléphone s'est bien sonné, j'ai décroché. C'était Maître Belzer pour demander si tout allait bien. Il m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit, Villemin vient de tuer Bernard. Jean-Marie Villemin, là, a marqué un coup d'arrêt. Il a dit je veux pas que ça soit quelqu'un d'autre que Laroche. En fait, le message, c'était ça. Et ça nous a tué complètement, et Bernard Laroche et l'affaire. Jean-Marie Villemin se livre ensuite à la police. Après avoir rendu visite à Christine, enceinte de quelques semaines, et hospitalisée suite à des problèmes dans sa grossesse. Les obsèques de Bernard se déroulent le 2 avril 85, et cette fois, les journalistes sont persona non grata au cimetière. Je retiendrai ce mot.
qui figure sur la tombe de Laroche. Ici repose un innocent victime d'une haine aveugle. Deuxième affaire dans l'affaire et deuxième assassinat, le trouble s'empare de tous les journalistes. Pour la première fois dans un fait divers, ils ont connu l'assassin et la victime, avant même que le crime ne soit commis. On l'a tué, quelque part. Mais quand je disais on, c'est pas... Les journalistes, c'est globalement, quoi. Tout le monde l'a... Un petit peu, tout le monde a apporté sa mauvaise petite pierre à l'édifice, quoi. S'il est établi que Jean-Marie Villemin a tiré sur son cousin, est-ce que certains ont armé son bras? Oui. Après son assassinat, en instruisant ce deuxième dossier, j'ai découvert certaines réalités, effectivement, sur les pressions exercées par certains gendarmes, certains journalistes. Les écoutes téléphoniques ont montré qu'il y a eu des contacts entre les anciens enquêteurs et Jean-Marie et Christine Villemin, parce que les anciens enquêteurs n'acceptaient pas que leur travail puisse être mis en cause et restaient persuadés de la culpabilité de Bernard Laroche. Selon les époux Villemin, certains gendarmes leur rendent visite avant le 29 mars et auraient tenu les propos suivants. Si c'était notre fils, il y a longtemps que nous aurions réglé la question. Parce que s'il n'y avait pas assez d'éléments pour envoyer Laroche en cour d'assises, il y en a suffisamment pour faire acquitter celui qui le tuera. Jean-Marie regrette d'avoir agi ainsi, et il regrette d'autant plus fortement que son geste a effectivement compromis le travail de la justice. Mais est-ce qu'il n'y a pas autour de lui des mauvais conseils, de mauvaises âmes qui sont là pour le pousser à commettre ce crime? Alors dans ce dossier, il y a eu beaucoup de gens qui auraient dû tenir leur langue et qui n'auraient pas dû, comment dit-on, jeter de l'huile sur le feu. Il y a un journaliste dont je vais taire le nom par charité chrétienne qui a joué un rôle absolument détestable et qui a donc finalement armé psychologiquement le bras de Jean-Marie en l'excitant contre Bernard Laroche. Et pour quelle raison il fait ça, ce monsieur? Il faudrait lui poser la question. Je pense Il a refusé de répondre. Oui, alors ce monsieur, je pense qu'il voulait vendre du papier, je pense qu'il voulait effectivement faire du sensationnel, du sensationnalisme, du scoop. Et je le disais précédemment, nous avons tous un examen de conscience à faire, notamment certains journalistes, et il y a des comportements qui ont été abjects, qui ont été vraiment totalement obscènes. Nous sommes devant la tombe de Bernard Laroche que Jean-Marie Villemin vient donc d'abattre le 29 mars, parce qu'il croit que c'est le tueur de son fils, Grégory. L'affaire pourrait s'arrêter là, mais elle va connaître un nouveau rebondissement. Christine Villemin, à son tour, est inculpée pour l'assassinat de son propre fils. Enceinte, on l'a dit, elle est aussitôt incarcérée et entame, pour protester, une grève de la faim. Retour le 25 mars 85, soit 4 jours avant la mort de Bernard Laroche. Le juge, accompagné des 2 nouveaux experts en écriture, rend visite à Christine Villemin à l'hôpital. Il informe qu'elle est suspectée d'être le corbeau. Chez les journalistes, ce scénario fait l'effet d'une bombe. Nous sortons de l'instruction, nous sommes toujours partie civile, c'est-à-dire victime, et nullement, comme certains semblaient le souhaiter, je le dis, éventuellement inculpés. S'engage alors une traque médiatique, tout aussi dérangeante que celle subie par Bernard Laroche. Il y a certains journalistes qui ont été absolument odieux. Alors vous savez, la théorie de la mère meurtrière, cette espèce de sorcière qui a une double vie, théorie colportée par une certaine presse, c'est épatant, ça fait vendre du papier. Plus tard, les médias titrent sur des cordelettes retrouvées par le SRPJ de Nancy dans l'ex-domicile des Villemin. De plus, depuis le début de l'affaire, le témoignage de celles qu'on appelle les filles de la Poste sème le doute quant à l'emploi du temps de Christine Villemin. Qu'est-ce que vous pensez donc des témoignages de 4 de vos collègues de travail, dont 3 au moins sont formels, et qui assurent vous avoir vu le mardi à la Poste? Moi, je ne veux pas dire qu'elle mente, mais je pense qu'elle se trompe, parce que pendant 15 jours, avant que le petit soit enlevé, il était malade, il était chez ma mère, donc je prenais tous les jours la route par ici, par Bruyères. Alors je pense qu'elle se trompe d'une journée, elles doivent mélanger. Le 5 juillet 85, le juge Lambert inculpe Christine Villemin d'assassinat, contre l'avis du parquet, et la place sous mandat de dépôt. Coup de théâtre, c'est Christine Villemin
qui est inculpé. Sur la base de quoi? Le juge Lambert dispose à ce moment-là donc des éléments suivants. Grosso modo, il y a ce qu'on appelle le témoignage des filles de la poste. Ce sont des collègues de travail qui disent on a vu Christine qui postait une lettre à tel endroit, à telle heure. Bon, il y a ça. Il y a des expertises en écriture. Il y a des expertises en matière acoustique. Il y a l'expertise des cordelettes, parce que les policiers du SRPJ auraient découvert des cordelettes dans le chalet Villemain, qui était à l'abandon depuis plusieurs mois, et ces cordelettes seraient semblables à celles ayant enserré le petit Grégory. Bon. Donc c'est sur la base de ces quelques éléments que nous avons effectivement, le 5 juillet 1985, l'inculpation, donc la mise en examen, comme on dit maintenant, de Christine Villemain. Le 16 juillet 1985, soit 11 jours après le début de sa détention, Christine Villemain est libérée, faute de charges suffisantes. Nous obtenons satisfaction puisque Nancy va ordonner donc l'infirmation de la décision, la mise en liberté de Christine Villemain avec un contrôle judiciaire, et donc la défense de Christine remporte à ce moment-là une petite victoire, mais Lambert et le SRPJ vont s'employer à rassembler des éléments complémentaires pour tenter de conforter leur point de vue. La France se divise alors en deux, ceux qui croient en sa culpabilité et ceux qui sont persuadés de son innocence. Le 9 décembre 1985, Christine Villemain est renvoyée aux assises pour le meurtre de son fils. Une décision qui sera annulée en mars 1987 par la Cour de cassation, qui décide de dépayser l'affaire, donc de la transférer, vu le climat dans la région, à Dijon. La mère de Grégory devra attendre près de 8 ans avant que le procureur général Stéphanie de la Cour d'appel de Dijon donne son réquisitoire. Le procureur général fait un réquisitoire dans lequel il dit que cette femme est innocente pour 2 raisons. Première raison, on a constaté que Christine Villemain n'avait de toute façon pas le temps matériel de réaliser l'action criminelle. Bon. Deuxième motif, le procureur général rappelle qu'elle a été expertisée par 36 000 experts en matière psychologique et psychiatrique, alors que pour Laroche, 0. Et on l'a trouvée parfaitement normale. Bonne épouse, pas d'amant, etc. Bonne mère, bien, voilà. Donc le procureur général préconise à ce moment-là, fin 1992, le non-lieu. En février 1993, l'arrêt de la Cour d'appel tombe, c'est le non-lieu. Et alors cet arrêt donc, est tout à fait exceptionnel. Pourquoi? Parce que, habituellement, quand on donne un non-lieu, c'est parce que les charges sont jugées insuffisantes. Ce qui veut dire en clair, il y a un petit doute qui doit profiter donc à la personne poursuivie. Ce n'est pas ce que dit l'arrêt de février 1993. L'arrêt dit il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de charge. Ce qui veut dire en bon français, cette femme est aussi innocente que vous et moi. Donc moi j'appelle cet arrêt une réhabilitation. Christine Villemain bénéficiera donc d'un non-lieu pour absence totale de charge. Et Jean-Marie Villemain, lui, sera condamné aux assises de Dijon à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis pour l'assassinat de Bernard Laroche, qui est mort inculpé, donc présumé innocent. Pourquoi vous n'avez pas rendu de non-lieu en faveur de Bernard Laroche? Je m'apprêtais à le faire. Et là, je pensais réfléchir au terme de mon ordonnance de non-lieu, parce que là, c'était un acte particulièrement important. Et grosso modo, mi-avril, j'aurais rendu un non-lieu en faveur de Bernard Laroche. Et son assassinat l'a privé de ce monde. Si vous étiez aujourd'hui devant Marie-Ange Laroche, les yeux dans les yeux, vous lui diriez quoi? Madame, je suis profondément convaincu de l'innocence de votre mari. 30 ans plus tard, qu'en est-il du côté des Villemain? Mais est-ce qu'aujourd'hui, il pense toujours que Laroche était coupable? Je pense que c'est encore et toujours l'opinion, la conviction de Jean-Marie Villemain, absolument oui. Ceci dit, si demain on venait démontrer à Jean-Marie qu'il a fait fausse route, eh bien Jean-Marie Villemain n'est pas psychorigide, il n'est pas, comment dirais-je, obstiné, il admettrait qu'il a pu faire fausse route, mais enfin, je demande à voir, et nous serions très très heureux si les investigations actuellement réalisées à Dijon pouvaient aboutir à du concret. Le 14 juin 2000, suite à la demande des parents Villemain, l'enquête est rouverte, une première fois, pour rechercher des empreintes ADN sur un timbre d'une lettre du Corbeau de 83. Conclusion des experts, timbre inexploitable.
En 2008, 2010 et 2012, de nouvelles expertises sur ce même timbre, sur les cordelettes trouvées sur le corps, les vêtements et les chaussures de Grégory ne donneront rien de plus, malgré les progrès de la science. Chou blanc, il n'y a pas l'ADN de Bernard Laroche. Il n'y a pas l'ADN de Villemin. Il n'y a pas l'ADN de Bernard Laroche. On a retrouvé l'ADN d'une personne, d'après ce que je sais. D'une personne. On a retrouvé l'ADN d'une personne. De qui? D'un enquêteur, et non des moindres. C'est-à-dire que cet enquêteur avait procédé à la saisie sans même mettre de gants. À l'époque, on ne savait pas. On n'était pas assez, comment dire, formé à la police technique. On s'attachait plus aux témoignages, aux aveux, aux déclarations des personnes, etc., qu'aux aspects techniques. Ça, c'est le premier point que je regrette. Depuis 30 ans, la mort de Grégory Villemin reste énigmatique. Si l'on n'a toujours pas la réponse, c'est peut-être parce que la question a été mal posée au départ. Revenons au début de l'enquête. Le corps de Grégory Villemin présente tous les signes d'une noyade asphyxique. Des lèvres cyanosées, bleuies, des petits champignons de mousse au niveau de la bouche et du nez. Il n'y a pas de doute, le petit garçon est mort noyé. La première expertise, comme la contre-expertise médico-légale, vont le prouver. S'il a été noyé dans cette rivière, la Vologne, c'est donc que Grégory a forcément respiré cette eau de la Vologne. Alors là, attention, je vous demande de bien me suivre. On doit donc retrouver toutes ces particules qui sont visibles à l'œil nu dans les poumons de la petite victime. Ce que l'on appelle les corps étrangers, les diatomées, des végétaux, des grains de sable. Ça ne peut pas échapper aux examens microscopiques. Or, la première expertise n'en signale pas, et la seconde non plus. Pas de trace dans ses poumons, aucun corps étranger, aucune diatomée. Autrement dit, le petit Grégory s'est noyé dans une eau qui n'est pas forcément celle de la Vologne. Dans le rapport d'autopsie daté du 10 novembre 1984, il est spécifié qu'il n'y a aucun corps étranger, donc aucune diatomée dans les poumons de Grégory. Le 28 novembre 1993, contre-expertise qui confirme la même chose. Absence de corps étranger, aucune diatomée. Un fait du dossier qui laisse aujourd'hui perplexe. Si la noyade est bien confirmée par les constatations médico-légales du médecin légiste et qu'on n'a aucune diatomée, soit la personne s'est noyée dans un milieu qui est dit quasi stérile, au sens il n'y a pas de vie aquatique particulière, soit c'est une personne qui s'est noyée dans sa baignoire. En 1989, un article de l'Humanité Dimanche titre « Grégory n'a pas été noyé dans la Vologne ». Aujourd'hui, peut-on vraiment être aussi affirmatif? Le professeur Luth, directeur de l'Institut médico-légal de Paris, reste prudent. S'il n'y a pas de diatomée, le diagnostic reste ouvert. Il peut s'agir d'une vraie submersion vitale dans une eau qui peut être pauvre en diatomée, ou alors un décès très rapide après la première inhalation qui ne permet pas aux diatomées d'avoir recirculé. Autre donnée de l'autopsie initiale qui pose toujours question aujourd'hui, la double cause de la mort de Grégory. Aurait-il pu mourir en même temps d'une noyade, c'est-à-dire en respirant de l'eau et donc mort asphyxié, et d'une hydrocution, de ce que l'on appelle aujourd'hui aussi en termes médico-légaux une syncope thermodifférentielle? L'hypothèse de décéder à la fois d'une syncope thermodifférentielle et d'une asphyxie par inhalation d'eau est peu probable. L'enquête se basant sur des conclusions pour le moins légères du médecin légiste n'a donc pas pu explorer toutes les hypothèses. En cantonnant l'enquête à une noyade dans la Vologne, on a fermé le champ des possibles et exclu d'autres pistes qui auraient pu être fructueuses. Autant d'erreurs et d'errances qui conduiront plus tard, en 1987, la gendarmerie a modernisé ses techniques de recherche et a créé le fameux STIC-GN, la section technique d'investigation criminelle de la gendarmerie nationale, en clair, ce qu'on appelle la police scientifique.
Pour la gendarmerie nationale, il y a bien un avant et un après affaire Grégory. On voit bien qu'il y a un grand vide, une difficulté pour l'enquête dès le départ. La scène de crime n'est pas traitée comme elle devrait être, c'est-à-dire que la protection d'une scène de crime, immédiatement, dès qu'il y a une découverte, il doit y avoir un gel des lieux, on doit en interdire l'accès, on doit veiller à la conservation des traces, on doit éviter de la polluer et d'effacer tout ce qui pourrait être utile par la suite à la manifestation de la vérité. Les images d'archives montrent quoi? Des gendarmes, des magistrats, des journalistes, des voisins, et tout le monde piétine tout autour du lieu de la découverte. On ne peut faire aucune exploitation. Déjà là, on s'aperçoit que le b.a.-ba de la police technique, eh bien, n'a pas pu être mis en œuvre. Deuxième chose, ce qui suit, c'est on arrive à faire un certain nombre de constatations, que ce soit sur le corps, sur les vêtements, dans l'environnement proche du petit Grégory. Eh bien, pour pouvoir demander de bonnes analyses pertinentes, il faut avoir des scientifiques qui connaissent les capacités du laboratoire et les capacités de la science à résoudre un certain nombre de questions. En l'occurrence, il n'y avait quasiment rien. Outre la création d'une véritable police scientifique au sein de la gendarmerie nationale, tous les procédés ont été revus, notamment en ce qui concerne les gardes à vue de mineurs. Tout ce qui est interrogatoire de mineurs sont enregistrés. Donc on peut voir derrière et on peut vérifier, les magistrats peuvent vérifier derrière, y compris les avocats, qu'il n'y a pas eu d'influence, que les questions n'ont pas été suggérées, que les réponses plutôt n'ont pas été suggérées, que les questions n'étaient pas biaisées, de façon à ce qu'on ait la réalité d'un interrogatoire qui se passera le mieux possible, sans qu'on ait derrière ce sentiment d'avoir extorqué de quelconques aveux ou en tout cas une réponse qui accommoderait bien tout le monde. En 84, une telle procédure aurait donc évité toute polémique autour de la garde à vue de Muriel. En 2002, l'État français est condamné à verser 63 000 € à Muriel Boll ainsi qu'à Marie-Ange Laroche. La Cour d'appel souligne un manque total dans la maîtrise et dans la conduite de l'enquête et de l'instruction. En 2004, c'est au tour des deux parents de Grégory de recevoir 35 000 € chacun pour dysfonctionnement de la justice. La réhabilitation sera quant à elle refusée à Jean-Marie Villemin. Alors, avec 30 ans de recul, qui porte la responsabilité de ce fiasco? Pour Maître Moser, l'avocat des Villemin, et pour l'ex-capitaine Sesma, c'est d'abord la responsabilité du juge Lambert. Il est évident que le juge d'instruction, M. Lambert, n'a pas fait preuve de la plus grande disponibilité, la plus grande motivation pour travailler sur cette affaire, en tout cas les premières semaines. On en a pâti, c'est d'ailleurs un des problèmes majeurs de l'affaire Grégory. Voilà un juge d'instruction qui ne s'est pas investi dans ce dossier, qui n'a pas su faire ce qu'il fallait, comme il fallait et quand il le fallait. Maître Pron et Welzer, avocat des Laroche, et l'ancien commissaire Corazzi pointent la responsabilité de certains gendarmes et de certains journalistes. Les gendarmes voulaient avoir la gloire de résoudre cette affaire difficile, médiatique, et c'était des gendarmes qui s'étaient transformés en magistrats instructeurs. 30 ans après, cette recherche d'un bouc émissaire a-t-elle encore un sens? En tout cas, l'énigme de la Vologne reste entière. Saura-t-on un jour qui a tué le petit Grégory Villemin? L'instruction est toujours ouverte, mais pour l'instant, les actes d'instruction se font plutôt rares. Et on a quand même l'impression, comme le dit le commissaire Corazzi, que c'est un ruisseau qui se perd dans le sable du désert. Et à moins d'un ultime nouveau rebondissement, le dossier Grégory risque de se retrouver en bas de la longue liste des affaires judiciaires non résolues.